direct aujourd'hui. Bon, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. On est très content de vous avoir avec nous. Je m'appelle Nicolas et je suis aujourd'hui accompagné de Clément Renaud, qui est expert sur le sujet de l'impact environnemental et expert carbone. Donc voilà, aujourd'hui, il va nous parler de comment mesurer et agir sur l'impact environnemental de vos projets. Donc merci d'être là, Clément. Pour rappel, rapidement, nous sommes l'accélérateur du numérique Amazon France. Donc on propose 4 formats éducatifs, la formation personnalisée en ligne, les webinaires, les bootcamps et les coachings. Donc voilà, on couvre vraiment plein de sujets, de la logistique, à l'environnement, à la vente, à la stratégie de votre projet, vraiment tous les sujets liés au lancement de votre structure, de votre e-commerce. Et voilà, on veut vous aider voilà, à réaliser cette transformation numérique. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat et à poser des questions pendant le webinaire. Donc vous pouvez toujours poser votre question dans l'onglet questions. Je pense qu'aujourd'hui, comme on est aussi pas super nombreux, on va pouvoir rendre ça un peu plus interactif et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Vous avez un outil pour lever votre main et je débloquerai votre micro en fait pour que vous puissiez poser vos questions. Voilà. Et donc le webinaire sera disponible en replay. Je partagerai la présentation de Clément aussi à la fin de ce webinaire dans l'onglet documents à distribuer. Donc voilà, que vous pourrez vous approprier. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je vais laisser Clément faire sa présentation. Merci Nicolas, je pense que tout le monde doit bien m'entendre, faites-moi signe s'il y a le moins de soucis. Je suis ravi de passer une petite heure ce midi avec vous, merci de nous avoir rejoints, peut-être avec votre sandwich pour ce webinaire sur l'impact environnemental et climatique. On a une petite heure ensemble, je vais simplement commencer par me présenter. À nouveau, comme l'a dit Nicolas, n'hésitez pas à écrire dans le chat que je vois vos questions. On avait prévu des petites interactions et petits quiz, mais si on est peu nombreux, 5 ou 6, ça sera aussi bien qu'on fasse ça dans le chat, ce sera plus simple. Qui suis-je? D'où viens-je? Je suis donc Clément ici à droite dans la présentation et avec mon associé Guillaume, il y a 3 ans et demi, on a créé le projet Celsius. Donc on était, on est toujours porteur de ce projet Celsius, qui est un cabinet d'expertise scientifique et pédagogique sur le climat et l'environnement. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une activité de conseil, on accompagne des entreprises, des associations, des ONG, en fait un petit peu de tout le monde sur la question du bilan carbone, de l'analyse en cycle de vie et d'autres missions d'expertise sur les gaz à effet de serre. Donc ça peut être aussi toute l'économie de la circularité, sur les émissions qui sont évitées par leurs produits ou leurs services. Et on a une deuxième antenne importante qui est l'antenne sensibilisation-formation qui nous amène à faire des interventions, des ateliers, un peu comme celui d'aujourd'hui d'ailleurs. Pour ça, on crée nos propres formats où on utilise des formats d'autres structures comme certains qui sont connus comme la fresque du climat ou l'atelier MyCO2 développé en collaboration avec Carbone 4. Donc là, l'idée, c'est de faire de l'acculturation, diffuser le message scientifique avec une approche un petit peu plus ludique et sympa. Ça nous a aussi permis de créer des outils comme celui-ci. On a créé un petit jeu de société qui s'appelle Carbonique et qui permet de sensibiliser aux ordres de grandeur de l'impact climatique et d'aborder le sujet tranquillement, même à Noël en famille, à l'apéro. Donc c'était un peu le but, c'est une vitrine grand public pour nous. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, on en parlera à la fin justement, parce qu'il y a aussi cette expérience de gestion de projet, de direction d'entreprise qui peut être intéressante. Mais pour entrer dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous montrer un petit peu quelques exemples. Je pense que vous avez entendu passer dans l'actualité ces derniers temps et qui ont un lien avec l'impact environnemental et qui pourraient toucher de près ou de loin votre activité ou votre projet. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous faites, mais vous aurez certainement entendu parler, par exemple, de la question des semi-conducteurs à Taïwan, ou en tout cas la production des semi-conducteurs qui est en drastique baisse. Ça, ce n'est pas du tout sans lien avec la problématique de la sécheresse et du changement climatique, évidemment, même si ce n'est pas le seul facteur. En ce moment, en France, il se trouve aussi qu'on vit une sécheresse hivernale assez importante. Ça fait une trentaine de jours qu'il n'y a pas plu. Et il faut savoir que des industriels comme BASF, donc un métallurgiste allemand, perdent des millions d'euros par jour quand le Rhin est trop bas
qu'ils puissent transporter leurs métaux sur le Rhin. Donc, les conséquences économiques du climat, elles sont déjà mesurables en millions ou en milliards d'euros. Il y a aussi des enjeux un peu plus récents hein, sur la taxe carbone aux frontières. Vous avez entendu parler peut-être de la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Donc, bientôt, si vous voulez acheter des produits manufacturés ou des matières premières comme l'aluminium ou l'acier qui vient de Chine, il vous coûtera nettement plus cher parce qu'il est beaucoup plus carboné que celui qu'on est capable de produire en France grâce à une énergie plus sobre. Je les mets en vrac, évidemment, la question de l'énergie et de son coût qui peut déjà vous impacter. La question des déchets, donc du jetable, par exemple, dans les fast-foods, vous avez peut-être observé que c'est terminé si vous avez fait un tour au McDo depuis le 1er janvier. On parle de plus en plus de biodiversité, et heureusement, ça c'était à l'automne, la COP15 biodiversité, et puis ces enjeux d'économie circulaire sur l'interdiction de destruction des invendus. C'est à la fois des transformations dans les modèles économiques des entreprises, mais c'est aussi des opportunités pour des nouvelles propositions de germer, et peut-être que vous vous inscrivez là-dedans. Alors, typiquement, des invendus non alimentaires, ça pourrait être, si vous développez une solution de reconditionnement, vous êtes en plein dans le mille, quoi. Ça permet à des entreprises de ne pas détruire leurs produits, mais de les reconditionner grâce à votre service. Et pour prendre un peu de hauteur et recontextualiser tout ça, je vous montre très rapidement alors, une représentation que j'aime bien, qui paraît un peu complexe comme ça, mais en fait, c'est simplement une matrice probabilité-impact. Donc, vous avez la probabilité en bas là, et puis l'impact à gauche. Et ça, c'est le World Economic Forum qui fait ça. Donc, c'est le Forum économique de Davos. C'est pas vraiment une ONG environnementale, hein, c'est pas Greenpeace, c'est plutôt on va dire le MEDEF à l'échelle internationale. Et néanmoins, ce qui classe dans la catégorie des impacts les plus forts et les plus probables, c'est essentiellement des impacts environnementaux. Vous voyez que le rectangle rouge là, qui est le rectangle le plus inquiétant, puisque c'est les aspects les plus probables et les plus impactants, on y trouve l'inaction climatique tout en haut à droite. Alors, c'était en 2021, donc il y avait aussi les maladies infectieuses, évidemment, hein, post-Covid. Je vous ai mis la version 2022, où maintenant, dans le top 5, sur les risques auxquels nos sociétés sont exposées dans les 10 années à venir, et le top 5, c'est 5 aspects environnementaux. Donc ça, c'est en 5 ans, la prise de conscience est vraiment arrivée. Et il y a eu pas mal de choses qui nous ont aidé à prendre conscience de ça, donc je vais continuer dans quelques diapos à vous montrer du contexte. Vous avez peut-être déjà vu ces cartes météo, peut-être qu'elles vous disent quelque chose. Vous avez deux météos ici, à gauche et à droite. Il y a une différence essentielle entre ces météos-là. D'ailleurs, on va pouvoir tester le chat à votre avis. Que sont les différences essentielles entre ces météos à gauche et à droite? Je ne sais pas, Nicolas, si moi je vois le chat. Quelqu'un écrit. Normalement, dans l'onglet, je ne sais pas si tu as un onglet questions. Alors moi, je vois un onglet chaté, mais je ne vois pas d'onglet questions. En tout cas, s'il y a du monde qui écrit, si tu peux Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, n'hésitez pas. Donc, du coup, ici, enfin, une grosse différence pour commencer. Pour vous, quelle est la différence entre voilà, les deux images qui sont sur la diapo? N'hésitez pas à donner votre petite réponse dans l'onglet questions. Donc, deux images qui ont l'air à peu près similaires quand même. Alors, vous noterez les différences sur les codes couleurs, c'est pas exactement les mêmes à gauche et à droite. On dit souvent que la météo de droite paraît un petit peu plus alarmiste, parce qu'elle est beaucoup plus rouge. En fait, la différence entre ces météos, peut-être que certains l'avaient trouvé, c'est qu'il y a une météo qui n'existe pas. En fait, la météo de gauche est une météo complètement fictive, qui a été faite par Evelyne Delia en 2014. Parce qu'à l'époque, en 2014, il y avait l'avant-dernier rapport du GIEC qui était donc paru, hein, celui qui est paru juste avant, celui qui est paru l'année dernière, en 2022. Et donc, Météo France avait pu faire des projections à 2050. Et donc, en fait, le 17 août 2014, Evelyne Delia a ouvert son journal en disant bonjour à toutes et à tous, et nous sommes le 17 août 2050, et voici la météo pour demain. C'est un exercice de sensibilisation, et à l'époque, ça avait fait un peu jaser parce qu'on disait oulala, 43 degrés, ça fait un peu peur. Il se trouve que la météo du 16 juin 2022 est finalement très très proche de celle qui avait été projetée en 2050. Et ça, c'est donc uniquement en 6 ans, alors que en 7 ans, 8 ans par rapport à ce qui était prévu, et c'est simplement 1,2 degré de réchauffement climatique. Donc les conséquences, elles vont beaucoup plus vite que prévu, elles sont beaucoup plus sensibles, et cet été a marqué aussi un tournant dans la prise de conscience, puisqu'on a vécu un été particulièrement caniculaire. Qui a poussé Evelyne Delia à refaire ses estimations. Et donc vous avez une nouvelle carte ici qui vous montre des nouvelles estimations à partir des dernières données du GIEC, hein, qui datent de 2022, et donc vous voyez que les cartes ici et ici ont nettement changé.
Par exemple, toute la façade Bretagne ici a quasiment pris 10 degrés, donc c'est quand même pas rien. Et donc, c'est vraiment de ça dont on est en train de parler. Et pour faire un peu la séquence C'est pas sorcier du webinaire d'aujourd'hui, je vais vous montrer, raconter une petite histoire. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce monsieur qui s'appelle Claude Lorius et qui est un peu à l'origine de la compréhension du changement climatique actuel. Donc, je vais filer la métaphore du climat tout du long, mais on ne parlera pas que de climat. Claude Lorius, c'est un scientifique, un glaciologue. Et la légende voudrait qu'en regardant un verre de whisky et un glaçon fondre à l'intérieur, il se soit aperçu qu'il y a des petites bulles d'air qui sortent du glaçon. Et en fait, quand il a vu ça, il s'est dit, mais en fait, les bulles d'air emprisonnées dans cette glace, elles datent de l'époque où le glaçon s'est formé. Donc, si j'ai mis mon bac de glace au congélateur il y a 3 jours, je suis en train de recueillir de l'air d'il y a 3 jours. Et c'est la même chose en Antarctique, sauf qu'en Antarctique, vous pouvez creuser 2 km dans la glace et ressortir des glaçons qui ont 800 000 ans. Et c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir en fait l'évolution des gaz à effet de serre dans l'air sur les 800 derniers milliers d'années. Et vous voyez ici sur cette courbe, c'est peut-être l'instant le plus scientifique du webinaire, que vous avez des évolutions dans cette concentration de CO2 dans l'air et donc des changements climatiques complètement naturels dans le temps. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que si je zoome sur la période actuelle, donc en 1890, la concentration était de 290 parties par million. Ce que ça veut dire, c'est que si vous comptiez 1 million de particules dans l'air, vous tombiez sur 290 molécules de CO2. Et en fait, cette concentration, elle est passée en l'espace de à peine plus d'un siècle à 423 ppm. Donc, on a quasiment fait du x2 sur la concentration en gaz à effet de serre. Et la pente de cette courbe, c'est un mur en fait, c'est du vertical. Et donc, sur un laps de temps extrêmement bref, la température est également en train d'augmenter pour passer en 2023 aujourd'hui à 1,2 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire par rapport à l'époque où on s'est mis à émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc, ces 1,2 degrés, on pourrait se dire que ça ne change pas grand-chose, 1 degré ou 2, mais en réalité, ça change beaucoup de trucs. Peut-être que vous avez déjà croisé cette carte, qui est une carte de l'Europe, et qui est une carte de l'Europe d'il y a 20 000 ans. Vous reconnaissez les tracés actuels en pointillés, mais vous voyez qu'il y a 20 000 ans, l'Europe n'avait pas du tout la même tête. Il y avait beaucoup plus de glace au nord, et puis il y avait beaucoup moins d'eau dans l'océan, tout bêtement, parce qu'il faisait plus froid, et que quand l'eau est plus froide, elle prend moins de place, et que ça fait aussi plus de glace sur les terres émergées. Et donc, Châtelet-Léal, pour ceux qui viennent de Paris, ça devait ressembler à peu près à ça il y a 20 000 ans. Et ça, c'était simplement 5 degrés de moins par rapport à aujourd'hui. Donc 5 degrés de moins, c'est une différence géographique complètement dramatique. Vous pouviez aller du Portugal jusqu'en Irlande à pied en traversant la Manche sans aucun problème. Et nous, on s'expose à des différences de température en positif d'ici la fin du siècle, de l'ordre de 5 à 7 degrés en fonction des trajectoires qu'on suivra. On espère ne pas dépasser 2 degrés, ça c'est les accords de Paris, on y reviendra. Mais dans un monde où on serait un peu sur du business as usual, sans changement drastique, on pourrait aller jusqu'à 5 degrés de plus. Il faut bien prendre conscience que là, c'est une transformation qui se fait en l'espace d'un siècle, alors que par le passé, les 5 degrés dont je viens de parler de réchauffement pour atteindre la période actuelle, c'était en plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc là, le changement est aussi extrêmement brutal et on a du mal à s'y adapter. On a tellement du mal à s'y adapter que ça expose à toutes les conséquences dont on parle déjà, de réfugiés climatiques, d'incendies. Moi, j'ai grandi dans les Landes, alors cet été, c'était à peu près ce qu'on pouvait voir depuis la fenêtre de mes parents. Et vous avez en haut à droite un petit site qui vous permet de simuler la montée des eaux en 2100 en fonction de l'endroit où vous habitez. Donc, si vous avez un projet immobilier à La Rochelle, il faut peut-être aller faire un tour sur ce site pour vérifier qu'il n'y a pas de souci. Les records possibles de température, donc un peu la carte d'Evelyne Delia, mais dans des projections encore un petit peu moins optimistes qui pourraient nous amener à des températures extrémales de l'ordre de 50 degrés dans les parties continentale de la France. Donc, c'est vraiment de ça dont on est en train de parler. C'est un peu des rappels, on va dire, concentrés au tout début pour bien saisir l'urgence du problème auquel on peut s'exposer. Mais la très bonne nouvelle, c'est que en fonction de votre activité, et puis a fortiori si vous êtes en train de porter un projet, que ce soit un projet d'entreprise, d'assaut ou quoi que ce soit, vous avez des leviers là-dessus en tant qu'acteur socio-économique pour participer à ce changement-là, être actif. Et ça implique de mesurer son impact pour pouvoir agir concrètement dessus. Et donc, pour réussir à analyser son impact, je vous propose quelques petites grilles de lecture qui, j'espère, vous seront utiles. Et on va commencer dès à présent par cette petite roue dans laquelle j'ai résumé, on va dire, 4 grandes problématiques environnementales, que sont la question des ressources,
la question de la pollution au sens très large, la question de la biodiversité ou du changement climatique. Tout ça est là, en fait, pour mettre un petit peu d'ordre et faire le tri. Ça ne veut pas dire que ces 4 grandes problématiques ne sont pas liées, elles le sont évidemment. Mais je vous propose aussi, ici à gauche, plusieurs sujets qui peuvent être liés à votre activité de projet ou votre métier. Peut-être que dans votre métier, il y a du transport ou du fret de près ou de loin. J'imagine que votre activité consomme de l'énergie, ça c'est à peu près une certitude. Si vous êtes dans le numérique, votre impact est très lié à la consommation d'électricité, par exemple. Mais aussi à la question des matières premières, à la question de la consommation d'eau. Je ne vais pas toutes les lire, vous avez compris le principe. Et j'aimerais vous demander votre avis sur les 3 que je viens de mettre en gras, consommation d'énergie, emballage, agroalimentaire. Où est-ce que je les positionnerais sur la matrice qui est à droite? Est-ce que je les mettrais plutôt proche du changement climatique? Est-ce que l'agroalimentaire, ça a plutôt trait à une question de ressources ou de pollution ou de biodiversité? Donc, on va essayer d'y voir un peu plus clair et je vais vous demander votre avis, peut-être dans le chat, Nicolas, si on peut relayer les commentaires à votre avis. Emballage, où est-ce que je le mettrais? Plutôt pollution, biodiversité, changement climatique, ressources. Là. Ah, ben voilà, il y a un petit sondage, c'est parfait. Vous avez un petit sondage. Vous avez juste à donner votre réponse là, directement sur l'écran. Je collecte des réponses en cours. Alors. Ouais, on a 38% de votants. Essayer d'aller jusqu'à 75. Alors, à quel enjeu environnemental reliez-vous le plus l'emballage? Donc, soit aux ressources, à la pollution, au changement climatique ou à la biodiversité. Alors, on a 75% de réponses pour pollution. Pollution, Et okay. 5% pour biodiversité, et 20% pour biodiversité et 20% pour ressources. Ok, donc on le mettrait quelque part dans le cadran à droite, là, quelque part ici. Voilà, c'est ça. Ça marche. Ok, intéressant. On peut en faire un deuxième peut-être, Nicolas, qu'on soit énergie ou agroalimentaire, je ne sais plus. Je te laisse me dire. Agroalimentaire, voyons ce que ça dirait. Gros, tac. Vous développez l'application Too Good To Go, donc vous avez un lien avec l'agroalimentaire. Quel enjeu environnemental est-ce que vous traitez en faisant ça? Alors, 50% de ressources et 50% en biodiversité. On n'arrive pas à se départager. Ok, on pensera un peu au milieu ici, très bien. Donc, Okay, alors je vais vous proposer et les ressources ont pris l'avantage. Ont pris l'avantage sur le fil. Ok, très bien. Bon, je vais vous proposer un peu ma lecture. Après, tout ce débat, ça dépend, parce qu'on entend aussi par agroalimentaire, il peut y avoir plein de… Mais j'aurais positionné les choses un petit peu comme ça. C'est vrai que les emballages ont vraiment beaucoup plus un lien avec la pollution, beaucoup moins avec le changement climatique. Les déchets, c'est 3% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. La consommation énergétique va être très, très liée à la question du climat par les émissions de gaz à effet de serre. L'agroalimentaire, moi, je l'avais passé entre changement climatique et biodiversité, dans le sens où il y a un gros impact typiquement avec l'aspect cheptel bovin, qui représente quasiment une grosse dizaine de pourcents des émissions de gaz à effet de serre mondiaux via le méthane. Et une question de biodiversité, puisque la manière dont on produit l'agriculture, on a entendu parler plus récemment avec le débat sur l'interdiction des néonicotinoïdes, a un impact majeur sur la biodiversité. Donc en fait, j'avais placé aussi les autres comme ça et pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Si on a un sujet qui est lié au transport ou au fret, on sait qu'il va y avoir un enjeu pollution parce que utilisation d'engins qui sont pour l'instant pas trop électriques et donc qui émettent pas mal de particules fines, mais c'est aussi très lié au changement climatique. Donc il y a un premier travail, je pense, à faire si vous portez un projet qui a différentes composantes, d'essayer de voir où est-ce que vous pouvez agir sur ces 4 différentes problématiques. Et typiquement, si vous êtes sur un projet de recyclage et qui traite beaucoup de la question des emballages, a priori, vous êtes un peu moins sur une question climatique. C'est pour essayer de segmenter et savoir un petit peu où sont nos leviers. Puis ensuite, pour agir concrètement, je vous propose une grille de lecture que je trouve intéressante, qui est en plusieurs étapes, qu'on appelle donc une sorte de trajectoire pour aller vers un impact net positif. L'idée étant que peut-être que votre activité propose un service qui peut aider aussi d'autres à si on parle du climat, à se décarboner ou à réduire leur empreinte environnementale ou biodiversité.
Et donc, dans un premier temps, j'ai donné quelques obligations légales parce que si on est dans les premières étapes de cette fameuse roadmap-là, soit des entreprises restent sur un business as usual, hein, ça veut dire qu'a priori, on ne fait pas grand-chose et simplement on se conforme aux lois. Donc, encore faut-il savoir quelles sont les lois qui sont liées aux ressources, à la biodiversité, et tout ça. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est quand même une entreprise qui devient, on va dire, responsable, donc c'est-à-dire qui développe une politique RSE un peu plus complète, qui cherche à aller au-delà de la conformité aux règles, mais qui va viser des normes qui ne sont pas spécifiquement obligatoires, mais en tout cas qui va montrer qu'elle fait un effort supplémentaire. Et donc ça peut rentrer par typiquement aujourd'hui différents arguments légaux. Donc vous avez assez récemment sur la question des ressources la loi sur le gaspillage et sur l'économie circulaire, donc qui est une loi assez récente hein, et qui en fait vous expose à des amendes hein, dans le cas de destruction de ressources non alimentaires. Donc ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil à cette loi si votre projet a un lien avec ces sujets. Plus proche des sujets biodiversité, vous avez la loi climat résilience aussi plus récemment, qui là a vraiment acté le fait qu'on était responsable de plusieurs, en tout cas passible de plusieurs années d'emprisonnement ou de centaines de milliers d'euros d'amende si notre activité, que ce soit professionnelle ou individuelle, dégrade l'environnement. Donc ça, c'est aussi des nouveautés qui sont à connaître. Et vous avez aussi la possibilité, dans le cadre de la pollution et de la biodiversité, de faire des études d'impact si vous pensez que votre activité, hein, si on a vu sur la matrice du haut, peut avoir différents impacts qu'il faudrait mesurer. Mais peut-être hein, que parmi tous les sujets qu'on vient d'évoquer, celui qui est le plus normé aujourd'hui et celui sur lequel on bouge le plus, c'est l'aspect climatique, puisqu'il y a des méthodologies qui sont maintenant très abouties pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre d'une activité. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle faire son bilan GES, bilan gaz à effet de serre, ou bilan simplifié, qui vous permet en fait de mesurer votre impact climatique. Donc je ferai un zoom tout à l'heure sur l'aspect climat, parce que je pense que c'est peut-être un des trucs les plus faciles à mettre en œuvre au début, à collecter quelques informations et à faire quelques calculs sur son empreinte climatique. Et puis après, pour aller encore plus loin, sur le côté, on va dire les deux dernières marches de l'escalier, hein, une entreprise qui deviendrait contributive ou régénérative, là, c'est dépasser de loin les obligations légales, avoir aussi une ambition sociétale, c'est-à-dire ne pas réfléchir simplement sur l'impact environnemental de son activité, mais est-ce que notre gouvernance intègre ça? Est-ce que mes collaborateurs ont leur mot à dire? Est-ce qu'il y a vraiment une culture d'entreprise autour de ces sujets? Et puis régénératif, c'est est-ce que potentiellement mon activité peut permettre, si on parle des gaz à effet de serre, d'éviter plus de gaz à effet de serre que ce qu'elle n'émet elle-même. Donc là, les cas assez classiques, c'est si vous fabriquez des vélos et que les gens qui achètent leur vélo laissent leur voiture au garage pour aller au travail, a priori, votre activité évite plus de gaz à effet de serre qu'elle n'en émet pour la fabrication des vélos. Donc c'est dans cette logique que vous pouvez vous intégrer. À mon avis, c'est une grille de lecture intéressante. Et à gauche, je vous ai mis quelques opportunités, hein, même au tout début d'un projet, je ne sais pas à quel stade vous en êtes. Mais si vous produisez un produit, ça peut être intéressant de se pencher sur l'ACV, qui sont des études qui peuvent être coûteuses mais finançables par des guichets comme BPI ou ADEME et qui peuvent vous permettre, dès le début du projet, d'intégrer des aspects d'éco-conception pour éviter d'être rattrapé par la patrouille dans 3 ans ou en tout cas de prendre du retard sur votre activité de production. Vous avez aussi sur l'aspect bilan carbone, donc ça peut concerner n'importe quel type d'entreprise, hein, non seulement de la production mais aussi des services, qui est financé en grande partie aujourd'hui par la BPI pour un premier bilan carbone. Donc ça, il faut le savoir, c'est intéressant. Mais vous avez aussi, potentiellement, vous pouvez vous adresser, il y a pas mal d'écoles d'ingénieurs qui ont ce qu'on appelle des juniors entreprises et qui, à un coût souvent réduit, peuvent vous faire des études d'impact, donc qui seront toujours faites hein, par des apprentis ingénieurs. Hein, ça ne vaudra peut-être pas la finesse d'un bureau d'études accompli. Néanmoins, ça vous donnera un premier regard. Et je connais pas mal de personnes qui sont passées par cette idée-là, qui permet à moindre coût d'avoir une première idée de son impact. Et puis, je vous l'ai dit, vous avez des financements, l'ADEME évidemment, mais aussi la BPI qui peut financer du bureau d'études. Il ne faut pas hésiter à s'adresser à eux. Et je vous rappelle pour le cas du climat, mais je vais y revenir dans un instant, l'initiative DIAC Décarbonation qui finance les premiers bilans carbone des entreprises si elles ont moins de 500 collaborateurs. Et donc là, il ne faut pas hésiter, c'est extrêmement simple à obtenir comme subvention. N'hésitez pas à nouveau, hein, si vous avez des questions, moi je les vois, je crois que je les vois toujours pas, mais Nicolas me les transmettra. Parce que je vais enchaîner sur
sur un petit zoom sur l'aspect climat. Mais envoyez vos questions et puis on y répond. Donc sur l'aspect climatique, comme je le disais, là je fais un petit focus, hein, mais ça serait aussi valable sur la biodiversité ou sur les ressources. C'est simplement que historiquement, la question climatique a été un petit peu plus prise à corps par différents niveaux de la société, à commencer par nos décideurs et les États. Donc on est tous au courant des différentes initiatives des COP par le passé. Donc je parle souvent de la COP de 2015 de Paris, puisque c'est celle qui nous a un peu marqué en France, qui a enfin acté le fait qu'il fallait qu'on limite le réchauffement à 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'on était déjà à 1,2, donc l'idée c'est de ne pas prendre plus de 0,8 supplémentaire. On sait déjà que ça va être un petit peu compliqué. Néanmoins, avoir écrit 2 degrés, c'est hyper intéressant parce que ça donne de suite une enveloppe de ce qu'il ne faut pas dépasser. Donc ça a été confirmé à la COP26 à Glasgow, puis à la COP27 en Égypte. Mais une fois qu'on a dit 2 degrés, c'est intéressant pour les acteurs socio-économiques que vous êtes parce que ça vous donne directement un quota. Si on ne veut pas dépasser 2 degrés, il ne faut pas envoyer plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère d'ici 2100. C'est 1200 gigatonnes, peu importe le chiffre. Mais simplement, au moins, ça met un quota qu'il ne faut pas dépasser. Si on met plus de gaz à effet de serre que ça, mécaniquement, physiquement, il fera plus de 2 degrés. Et donc, la nouvelle, c'est qu'actuellement, on en a déjà dépensé un peu plus de 350 gigatonnes en l'espace de à peine 10 ans. Donc, en fait, on va beaucoup plus vite que ce qu'il faudrait. Et plus on attend pour agir, plus le quota qui nous restera sera maigre et du coup, plus la décélération sera brutale. C'est ce qui peut être modélisé sur ces courbes-là. Et ces courbes, elles sont hyper intéressantes parce que, enfin, elles fixent des objectifs quantifiés pour les entreprises. C'est-à-dire que jusqu'à 2015, jusqu'à Paris, une entreprise ou un porteur de projet qui voulait limiter son empreinte climatique, il ne savait pas s'il fallait qu'il limite son empreinte climatique de 50% par an ou de 0,01% par an. C'était très flou. On savait qu'il fallait faire des efforts, mais on ne savait pas à quelle échelle. Et donc là, maintenant qu'on a ces 2 degrés, donc c'est 1200 gigatonnes, on sait qu'en 2020, vu nos émissions actuelles de CO2, la pente pour réussir à coller aux accords de Paris, elle est de l'ordre de 6% par an de diminution. Donc, tous les ans, il faut émettre 6% de moins que l'année précédente. Et donc ça, enfin, ça fait une métrique. Et ça veut dire qu'en tant que porteur de projet, en tant qu'entreprise, si je réussis à diminuer mes émissions de 6%, je fais ma part. En tout cas, je suis dans le bon ordre de grandeur pour agir concrètement sur le climat. Et ça a du sens. Et à ce moment-là, c'est très motivant de savoir que ce qu'on fait, ça a du sens. Et il y a beaucoup de structures qui sont passées à l'action, enfin, quand il y avait ces ordres de grandeur. Alors, la difficulté ensuite, c'est que réduire ces émissions de 6% à l'échelle mondiale, ce n'est pas si facile que ça. Je vais vous donner quelques exemples de qu'est-ce que ça représente 6% de réduction à l'échelle mondiale. Donc 6% au hasard, c'est tout le trafic aérien mondial et tout le numérique mondial. Donc, on est ici dans l'accélérateur du numérique. Tout le numérique mondial, réseau, data center, fabrication du hardware, donc des machines, des ordinateurs, des portables, fonctionnement d'Internet, antenne 4G, satellites, blablabla. Tout ça, c'est environ 4% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a à peu près la même chose sur l'avion. Donc, les deux font entre 6 et 8%. Donc, imaginez, en premier plan d'action, première année, on supprime Internet et l'aviation. Deuxième année, l'Inde, c'est à peu près 6% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, loin de moi l'idée que c'est un vrai plan d'action concret. Néanmoins, ça vous donne un ordre de grandeur. C'est 1,4 milliard d'habitants. C'est 6% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et enfin, la crise Covid, dont on se souvient tous, c'était aussi 6% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, même si le monde a semblé un petit peu à l'arrêt pendant un an, en fait, ça n'était que, entre guillemets, 6% de réduction. Donc ça, il faut le faire tous les ans, jusqu'en 2050. Donc, ce n'est pas des petits gestes, c'est vraiment des transformations structurelles de nos modes de vie. Et donc, nos modes de gouvernance, nos modèles économiques d'entreprise doivent aussi s'y adapter et changer. Et pour vous donner un dernier élément, je pense, plus de culture générale là-dessus, je vous ai mis les émissions de gaz à effet de serre par habitant dans le monde sur cette infographie. Je ne sais pas si mon écran est suffisamment clair, hein, c'est peut-être un petit peu petit, mais je vais le décortiquer avec vous. Vous avez les émissions par habitant ici. On va retrouver la France qui tourne autour de 5 tonnes par habitant. Alors attention, ce sont uniquement les émissions territoriales. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte les importations. En réalité, notre bilan carbone par habitant, elle est plutôt de l'ordre de 10 tonnes parce qu'une majorité de nos émissions, elles sont lieu en Chine ou ailleurs, en fait, dans les endroits où sont fabriqués les produits qu'on achète. Vous voyez qu'il y a quand même des grosses disparités. Et je vous ai mis ici, au compas, un cercle qui fait 2 tonnes.
pour vous montrer que selon les accords de Paris, ce qu'il faut atteindre en 2050, à la fin de ces fameux 6% de réduction annuelle, c'est à peu près 2 tonnes de gaz à effet de serre par personne et par an. Ça devrait être notre limite, ça devrait être notre objectif. Donc, c'est facile à se souvenir, pour atteindre les 2 degrés d'ici la fin du siècle, il faut se retrouver à 2 tonnes par personne en 2050, et ça, c'est 6% par an. Et donc, dans les 2 tonnes, qui est-ce qui rentre? L'Inde est à peu près un mode de vie qui est compatible avec ces 2 tonnes. On a aussi des pays d'Amérique du Sud, type Bolivie, Pérou. Ça, c'est aussi 2 tonnes par habitant. En France, nous, on est à peu près 4 fois au-dessus en ce moment avec nos émissions importées. Et vous avez des pays qui sont même très, très largement au-dessus, comme les États-Unis, ou certains pays du Golfe. Donc, vous avez Bahreïn, Oman, Koweït, Qatar, tout ça, Émirats arabes unis. C'est quasiment 30 ou 35 tonnes de gaz à effet de serre, tout gaz à effet de serre confondu. Donc, on est très, très, très loin des 2 tonnes. Donc, voilà un petit peu de contexte sur ce que ça donne et les diminutions attendues et puis le contexte de cet impact climatique. Un dernier élément peut-être pour arrêter après, parce que c'est quand même beaucoup de graphes. Je vous ai mis aussi par secteur, donc vous reconnaîtrez peut-être votre secteur d'activité là-dedans. Donc ça, c'est la répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur, tout gaz à effet de serre confondu. Donc si vous fabriquez des trucs, ça rentre là-dedans, production de biens. Si vous êtes sur l'énergie, le chauffage ou que sais-je, c'est l'utilisation des bâtiments, ça va rentrer là-dedans. Si vous avez des solutions qui ont trait au transport, par exemple, ça va rentrer ici. L'agriculture. Mais ce que j'ai pu faire après dans un deuxième graphe, ce qui est tout aussi intéressant, c'est de mettre dans la même catégorie tout ce qui a un lien avec l'énergie. Parce que par exemple, dans les bâtiments, ici, c'est essentiellement d'énergie. Pour produire des biens, j'ai besoin d'énergie. J'ai même une catégorie énergie qui ici représente l'énergie nécessaire au secteur de l'énergie. Donc l'énergie nécessaire à forer du pétrole, l'énergie nécessaire à acheminer du gaz, l'énergie nécessaire à fabriquer un panneau solaire. Mais si je prends en compte toute la consommation d'énergie mondiale, ce graphe devient le graphe de droite. Donc en fait, les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est l'énergie. Et comme on est aussi ici dans l'accélérateur du numérique, en fait, on se rend compte que l'impact du numérique, c'est essentiellement une consommation électrique ou une production de matériel comme mon ordinateur actuellement. Et tout ça, ça rentre dans l'énergie. Donc, il y a aussi un rôle à jouer là-dessus sur tout ce qui a trait à la digitalisation et au numérique pour en avoir une utilisation responsable. Voilà, il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Je les garde peut-être à la fin pour la discussion qu'on aura ensemble. Et je rentre un peu plus concrètement dans l'exemple de ce qu'on peut faire pour limiter son impact climatique en tant que porteur de projet. En prenant l'exemple du bilan carbone, alors là, j'ai pris une entreprise que peut-être vous connaissez, qui est une entreprise de service qui s'appelle Swile, qui fait des services tickets resto, bientôt des services bancaires. Et donc, si on s'intéresse par exemple aux émissions de gaz à effet de serre de cette structure, je l'ai prise exprès parce qu'a priori, on va se demander, mais qu'est-ce qu'ils émettent comme gaz à effet de serre? Ils n'ont pas de camion, ils ne vont pas sur la Lune en fusée. Mais mine de rien, chez Swile, ils ont certainement des bureaux. Ces bureaux, il faut les éclairer, il faut les chauffer. Ça demande de l'énergie qui va être produite quelque part en brûlant certainement du gaz, de la biomasse, en produisant de l'énergie nucléaire. Et tout ça peut émettre des gaz à effet de serre, plus ou moins en fonction des énergies, évidemment. Ils sont dans le digital, ils ont très certainement des serveurs, des ordinateurs, des imprimantes et tout ce qui va avec. Et donc, tout ça aussi, c'est de la production de gaz à effet de serre pour produire ces objets-là ou pour alimenter en énergie tous les dispositifs. Et puis, tout bêtement, ils sont obligés de se rendre au travail de temps en temps, j'imagine. Donc, ils ont des transports, que ce soit un transport en commun ou voiture individuelle. Peut-être qu'ils ont une cantine, je ne sais pas, mais l'alimentation des collaborateurs dans le cadre du travail, ça rentre aussi dans le bilan carbone d'une entreprise. Donc, pour prendre en compte tous ces facteurs, il y a une méthode qui existe qui s'appelle méthode bilan carbone avec un grand B et un grand C. Et ça, c'est la méthode française qui certifie que la prise en compte sera sérieuse et correcte et qui vous permettra peut-être, alors aujourd'hui ou demain dans votre activité, de faire un premier bilan et après d'aller vers une trajectoire de réduction. Donc, dans les faits, comment ça se passe? Vous, dans votre activité, vous allez commencer à collecter des données. Et on va multiplier, nous, en tant qu'experts carbone, ces données-là avec des facteurs d'émission. Donc, on va par exemple vous demander, je ne sais pas, la quantité de kilowattheures que vous utilisez pour chauffer vos bureaux ou pour les éclairer, le nombre de kilomètres qui sont parcourus en voiture pour venir au travail ou en déplacement professionnel, est-ce qu'il y a de l'avion pour les voyages professionnels, combien est-ce que vous payez en service, parce que le fait que vous payez une assurance ou des services bancaires, c'est aussi des émissions de gaz à effet de serre parce que vous achetez un service. L'emploi du numérique, l'emploi des ordinateurs.
Donc là, j'ai mis des chiffres qui sont un peu au hasard, mais l'idée, c'est qu'on va multiplier ces données d'activité par des facteurs d'émission qui vont convertir, par exemple, les kilo-euros d'assurance achetés en tonnes de CO2. Et ça, c'est basé sur des études qui sont actualisées en permanence pour essayer d'être le plus précis possible. Et il y a même des fois où les données d'activité sont des données physiques. Donc là, on ne peut pas être plus précis. Si je connais le nombre de litres d'essence que vous avez mis dans vos voitures sur l'année, je suis capable de vous donner les émissions de CO2 quasiment au gramme près. Et à la fin, ce qu'on obtient, c'est l'analyse qui est la plus intéressante, c'est celle de droite. On s'en fiche un petit peu de connaître la quantité de tonnes de CO2 émises par votre activité. Ça n'a pas trop de sens. Ce qui est intéressant, c'est le découpage de ces émissions. Savoir si chez vous, c'est plutôt des déplacements ou c'est plutôt, je ne sais pas, les emballages, les déchets, l'alimentation. Pour que vous puissiez investir à la fois l'argent et le temps de manière efficace et pas s'épuiser à agir sur cette petite bulle ici, alors qu'en fait, la majorité de vos émissions, elle est dans cette grosse bulle ici. Et ça, ce n'est pas forcément évident de pouvoir deviner où est-ce que sont vos émissions. C'est pas facile, ça nous est arrivé parfois avec des clients de trouver que un client qui fabriquait un petit dispositif pour les agriculteurs pour mesurer une petite station météo, pour mesurer la quantité d'engrais nécessaire et pas abuser des engrais. Dans son dispositif, il avait une pièce qui venait de Chine, qui était transportée en avion, et cette pièce, elle faisait exploser son bilan carbone. Et en changeant de moyen d'approvisionnement pour cette pièce et en passant sur du fret bateau, il a divisé par à peu près 100 l'empreinte carbone de cette pièce. Et du coup, il a fait une économie d'échelle sur ça. Donc parfois, il est nécessaire d'aller se plonger un petit peu dans le détail. Et puis, on peut se demander un peu quand est-ce que ça s'arrête, parce que vous imaginez bien que si je fais le bilan carbone de Carrefour, je fais le bilan carbone de la terre entière, parce qu'il faut faire le bilan carbone de tous les produits vendus par Carrefour. Donc, il y a bien une limite à ça. Et c'est là où je vais vous donner un petit peu plus de profondeur dans la démarche et comment est-ce que vous pouvez retransposer ça dans votre projet à vous. Ce qu'on regarde dans l'impact environnemental en général, et donc a fortiori dans l'impact carbone, ce n'est pas uniquement les émissions ou l'impact dont vous êtes responsable, c'est aussi les émissions et l'impact dont vous êtes dépendant. Donc, je prends un exemple. Si je dois faire le bilan carbone de Renault, je vais insister en tant que cabinet de conseil pour convaincre la patronne ou le patron de Renault de prendre en compte aussi toute l'essence qui va être mise dans les véhicules pendant toute leur durée de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Renault vend une Clio, je vais prendre non seulement en compte l'approvisionnement de Renault pour les matériaux, la construction de la Clio, la livraison chez les clients, mais je vais insister pour estimer tout le carburant qui sera brûlé par cette voiture pendant toute sa vie. Pourquoi? Parce que Renault a un levier là-dessus. Renault peut très bien décider de faire des véhicules qui consomment moins ou des véhicules électriques. Et à ce moment-là, ça sera un levier de réduction. Si je ne prends pas en compte l'utilisation du produit, j'ai un point aveugle, j'ai un angle mort et je ne vais pas identifier des leviers d'action sur la fabrication des véhicules pour peut-être qu'ils consomment moins ou peut-être qu'ils deviennent électriques pour émettre moins de gaz à effet de serre. Donc, c'est là que ça devient intéressant, c'est que le bilan carbone, vous comprenez que c'est aussi valable en fait pour tout type d'analyse d'impact environnemental, que ce soit biodiversité, ressources. C'est pas du tout là pour punir une structure, c'est pas du tout là pour dire qui est vertueux et qui l'est pas. C'est là pour donner un outil d'aide à la décision et pour vous permettre d'analyser votre activité et de savoir où est-ce qu'il est intéressant d'agir. Et pour toutes les structures qui sont souvent un peu dans l'aspect numérique, je ne sais pas, développent un service avec une application, je prends cet exemple-là un peu au hasard, c'est très intéressant tout ça, parce que vous allez pouvoir vous interroger sur l'impact positif potentiel de l'utilisation de votre service. Et à nouveau, si vous êtes sur des sujets de circularité, vous avez immédiatement des impacts environnementaux positifs. Voilà, donc tout ça rentre dans une grande méthodologie dont je vous épargne les détails, mais je vous ai mis ici le référentiel. Donc ça, c'est le dernier décret qui est sorti en janvier 2023, qui découpe les émissions de gaz à effet de serre dans différentes catégories. Donc, en fonction de votre activité, vous rentrerez plus ou moins dans ces différentes catégories. Vous aurez peut-être peu d'émissions directes. Si vous n'avez pas de bureau avec une chaudière au fioul, vous n'allez pas trop émettre directement des gaz à effet de serre. En revanche, vous aurez certainement beaucoup d'émissions indirectes pour les produits que vous vendez ou pour les produits que vous achetez ou les services que vous achetez. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous aurez ça sur la présentation si ça vous dit de creuser. Et puis, pour aller un peu plus loin au-delà du constat, je vais vous donner quelques exemples et des retours d'expérience de structures que nous, on a accompagnées, à commencer par cette grille de lecture qu'on appelle Net Zéro Initiative, qui est un peu le dernier échelon de la pyramide, donc des escaliers là, que je vous ai montré en tout début de présentation, mais appliqué cette fois-ci au cas du climat, parce que je suis dans un petit zoom climat. Donc, si je veux agir pour l'aspect climat, donc ce qui était dans ma toupie là, à gauche de
la représentation. Mais je peux soit réduire mes émissions, soit augmenter ce qu'on appelle les puits de carbone, c'est-à-dire retirer des gaz à effet de serre de l'atmosphère. Si je réduis des émissions de gaz à effet de serre, je peux soit réduire les miennes en tant qu'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes véhicules de fonction, petit à petit, soit j'en ai moins, soit je passe à l'électrique, soit pour certaines applications, je peux même proposer des vélos de fonction, des vélos électriques de fonction. Je peux décider de m'approvisionner chez des fournisseurs qui viennent de moins loin, qui sont déjà dans une démarche d'éco-conception. Bon, il y a 1000 idées là-dessus. Mais je peux aussi réduire les émissions des autres. Je peux m'interroger sur à quel point mon service, mon produit, permet à d'autres de moins émettre de gaz à effet de serre. Donc, est-ce que je ne peux pas concevoir mes produits un peu différemment pour qu'ils permettent un usage qui, par exemple, permettra aux autres de moins émettre? Par exemple, vous fabriquez des vélos en libre service pour la ville de Lyon ou de Marseille. Ça, c'est un produit qui va permettre à beaucoup de gens de diminuer leurs émissions parce qu'ils ont une nouvelle solution pour se déplacer. Et donc, ils vont moins prendre, je ne sais pas, leur scooter, leur voiture, leur moto. Et puis, le dernier point, c'est retirer du CO2 de l'atmosphère. Donc là, c'est des méthodes de compensation qui viennent vraiment en dernier quand on a essayé tout le reste sur la 1 et sur le 2. C'est-à-dire que s'il reste un petit peu de gaz à effet de serre qui n'a pas été, on va dire, compensé par les émissions réduites chez les autres ou par nos réductions d'émissions, on peut essayer d'aller vers de la compensation carbone, c'est-à-dire financer des projets qui vont capter du CO2. Et là, il faut vraiment être un peu attentif sur les projets qu'on finance, voilà, privilégier des projets locaux sur lesquels il y a vraiment de la mesure d'impact pour être sûr que l'argent que vous allez dépenser sera bien investi et captera efficacement des gaz à effet de serre. Et là, il faut faire un petit peu attention, c'est l'aspect communication que j'aborde pas trop aujourd'hui, mais dès que vous allez agir sur cet impact environnemental, sur votre communication de projet ou d'entreprise, c'est crucial d'en parler, mais c'est aussi crucial de bien en parler. Et attention, aujourd'hui, on est très vigilant, je dis on, mais la société en général, sur le greenwashing, et donc il faut être très attentif aux mots qu'on emploie. On a eu tendance à utiliser le mot neutralité carbone en ce qui concerne le climat à tort et à travers. Il faut faire très attention à ça. En tant qu'entreprise, je ne peux pas être neutre en carbone, ça n'a pas de sens. Je suis neutre grâce aux gens qui sont autour de moi, parce que peut-être que mon service permet à d'autres de réduire leur empreinte. Donc, c'est la collectivité qui est neutre. On dit qu'on contribue au net zéro ou qu'on contribue à la neutralité carbone. Donc, il faut rester humble dans sa communication. Autrement, le risque, c'est que ça passe très, très mal et que ça desserve en fait le propos et les efforts qui sont fournis. Donc là, il y a tout un plan de communication experte sur l'aspect environnemental et climatique. Et puis, quelques exemples. Je vous ai donné ici donc un petit retour d'expérience sur pourquoi est-ce que les entreprises passent à l'action, que ce soit sur l'aspect climatique, mais aussi sur l'aspect biodiversité ou sur l'aspect ressources ou pollution. Il y a d'une part l'aspect légal que j'ai évoqué en début de présentation. Sur l'aspect climat, par exemple, vous êtes obligé de faire un bilan gaz à effet de serre si vous avez plus de 500 collaborateurs. Donc ça, vous n'y couperez pas, ou alors si vous y coupez, vous vous exposez à des amendes. Mais il y a de plus en plus aussi un aspect de communication, c'est-à-dire que ça devient un enjeu pour attirer aussi et continuer à recruter. Nous, on intervient pas mal dans l'enseignement supérieur. Et les jeunes sont de plus en plus challengeants, ou en tout cas demandent en entretien de plus en plus souvent, mais c'est quoi la politique RSE d'entreprise? Est-ce qu'il y a un vélo, est-ce qu'il y a un garage à vélo pour que je puisse garer mon vélo le matin en arrivant? Ils sont de plus en plus exigeants là-dessus. Heureusement, par conviction, il y a certaines entreprises qui continuent à bouger. Et puis, il y a vraiment un enjeu de stratégie de gestion du risque, parce qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher de commencer à agir environnementalement parlant que de subir les conséquences, qu'elles soient économiques ou climatiques, du climat et de l'environnement. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici avec des logos. Donc, il se trouve que nous, on intervient un petit peu chez ExxonMobil. Et eux, typiquement, c'est l'aspect légal. Ils sont obligés de faire ces trucs-là. Ils vendent du pétrole et du fioul. Donc, ils sont obligés de s'y mettre. Mais il y a aussi, par exemple, Danone qui a entrepris une campagne de communication à grande échelle. La communication de Danone dans les années 2000, c'était plutôt la santé et ça devient de plus en plus la planète. Par conviction, on a aussi des entreprises, par exemple, Patagonia, parmi d'autres, qui, je pense, ont des convictions et redistribuent leurs bénéfices de manière un petit peu plus vertueuse. Et puis, on a des exemples aussi assez impressionnants comme la Camif qui a fait un pivot stratégique ultra impressionnant en termes de RSE et d'impact environnemental qui a littéralement sauvé le groupe et qui lui a évité de connaître les mêmes destins que Camaïeu, Tinky et je ne sais quelle autre entreprise de grande distribution. Voilà, pour terminer sur quelques retours d'expérience peut-être plus proches de vous, on a accompagné assez récemment cette entreprise qui s'appelle Sporting Goods qui propose sur son site internet des équipements sportifs reconditionnés. C'est pour les particuliers, mais c'est aussi pour les clubs de sport, plutôt que de racheter des vêtements neufs. Et ça permet aussi aux clubs
de se délester de leur stock s'il y a des invendus. Donc, c'est de l'économie circulaire. Et ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on leur a permis de créer une méthodologie et un petit module de calcul qui fait que quand vous achetez un short ou un t-shirt sur Sporting Goods, vous avez un petit label qui vous dit vous avez participé à l'économie de, je ne sais pas, 6,5 kg de CO2. Ça, pour eux, c'est hyper important en communication. C'est un argument de vente et à la fois, ça informe et ça informe l'acheteur et ça sensibilise. Un peu la même chose, on a travaillé aussi avec Scope 3, qui est une entreprise qui est un peu le back market du matériel de bureau. Si jamais dans votre projet, vous avez besoin de mobilier, de tables, de chaises, d'imprimantes, de machines à café, de canapés, vous pouvez vous rendre sur Scope 3. C'est que du matériel reconditionné d'entreprises qui revendent leur matériel. Quand on sait le prix que ça coûte dans les catalogues officiels de matériel de bureautique, c'est assez intéressant de passer par là. Et donc, eux, ils font pareil, ils valorisent le fait que si vous achetez des ressources chez eux, vous économisez du CO2, on voit le petit logo ici, mais nous, on s'est occupé de leur faire la méthodologie et le calcul. Et en plus, un petit peu de communication pour rien gâcher, pour qu'ils puissent diffuser leur initiative. Ça, à nouveau, c'est important. Si vous faites ces efforts-là, autant que ça se sache et que ça profite à votre structure et que vous soyez valorisé. Voilà, je pense que c'est terminé sur un petit quiz, on va dire en quelques minutes pour laisser du temps à la discussion. Peut-être qu'on va en faire un ou deux. Voilà des bilans carbone. Je voulais faire un petit quiz sur montre-moi ton bilan carbone, je te dirai qui tu es. Donc, vous avez différentes catégories d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut deviner si on est plutôt sur une banque, un groupe pétrolier, une chaîne de restauration ou une usine automobile, A, B, C ou D. Vous pouvez nous dire ça, A, B, C ou D dans le chat. Et puis, on verra si vous avez gagné un petit peu en expérience là-dessus lors du webinaire. Vous pouvez mettre ça dans l'onglet questions directement. Ouais. Donc là, 97,9%, on est sur les émissions directes des sources fixes de combustion. Donc ça, c'est tout ce qui peut brûler des énergies fossiles sur place dans l'entreprise. A, B, C, O, D, une banque, un groupe pétrolier, une chaîne de restauration, une usine automobile. Alors, pas de réponse pour le moment. Tu peux peut-être donner la réponse pour celle-ci, on attendra la réponse pour la prochaine. Un groupe pétrolier, effectivement, qui va avoir énormément d'émissions liées au fait qu'il brûle vraiment du pétrole sur site. Vous remarquerez qu'il y a plein de sources d'émissions qui n'ont pas été calculées ici, parce que jusqu'à très récemment, ce n'était pas obligatoire. On va en donner peut-être un dernier. Un autre bilan carbone avec 85% d'émissions de gaz à effet de serre dans le poste 4 des émissions directes fugitives. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Surprise. Et scope 2, on a les émissions indirectes liées à la consommation d'électricité. Est-ce qu'on est plutôt sur le mondial relais, sur la ville de Marseille, le club de foot de l'AS Monaco ou les surgelés de Picard? À vous de jouer pour cette dernière question. Est-ce qu'on a un avis, Nicolas? Alors, est-ce qu'on a une petite réponse? Pas de réponse. Moi, je vais donner la réponse aussi. Donc, le poste 4 ici, c'est les émissions directes fugitives. C'est tout ce qui correspond à ce qui est utilisé pour refroidir. Donc, tous les gaz qui sont utilisés dans les climatisations sont très nocifs pour le climat. Et donc, en fait, c'est le bilan carbone des surgelés Picard qui est essentiellement composé de cette antenne-là. Donc, voilà pour les petits quiz. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'ADEME pour explorer un petit peu plus ces données. C'est assez intéressant. Et puis, comme il nous reste 3 minutes, je vais surtout vous laisser la parole si jamais vous avez des questions, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et il me reste simplement à vous remercier pour votre présence aujourd'hui lors du webinaire. Super, merci beaucoup Clément, c'était super intéressant. J'espère qu'on aura quelques questions. N'hésitez pas, vous pouvez même utiliser l'outil pour lever la main, comme ça je pourrais débloquer votre micro. Sinon, libre à vous de poser vos questions dans l'onglet questions. Bon, je vous laisse faire ça, si vous en avez, et pendant ce temps-là, je vais vous partager aussi le document de Clément. Top, merci Nicolas. En tout cas, c'était super intéressant et très intéressant de voir un peu comment en tant qu'acteur professionnel, on peut vraiment intégrer ou mesurer notre impact environnemental, quoi. Personnellement,
J'espère que ça pourra servir, en tout cas donner quelques repères ou quelques billes. C'est vrai que c'est assez difficile sans savoir exactement ce que font les participants, mais j'essaie de donner des choses assez génériques Ouais. et parfois un peu concrètes. De manière, voilà, et si vous avez d'autres questions, libre à vous de nous contacter sur le site sur le site de l'accélérateur du numérique ou sur notre boîte mail ou de contacter Clément. Je suis sûr qu'il sera ravi de répondre à vos questions également. Alors, j'ai pas Peut-être donner l'impression que... le LinkedIn du projet Celsius dans le chat si vous voulez aller Ouais, regarder ça, parfait. ou notre site internet. Ouais, tu peux mettre des choses dans le chat ou pas, toi? Ouais, Ok, super. Super. Pendant ce temps-là, je vous mets la présentation dans documents à distribuer. Donc, n'hésitez pas à aller voir le LinkedIn de Projet Celsius et leur site web pour voir un peu plus en détail ce qu'ils font, avec qui et comment. En attendant, hop, je vous ai mis le document qui est en train de se charger. J'ai pas on l'impression a qu'on aussi une aura ressource, j'en profite, je ne sais pas si on voit toujours mon écran, mais le petit jeu de société, on voit la fenêtre que je viens de faire apparaître, hein. Ouais, c'est bon. Le petit jeu de société dont j'ai parlé, il y a une version web où vous pouvez vous amuser à essayer de trier des cartes de la moins impactante en carbone à la plus impactante en carbone Mhm. pour essayer de tester un peu vos connaissances. Mhm. Donc il y a plein de sujets, c'est assez rigolo et ça peut servir aussi d'outil de sensibilisation pour briser la glace. N'hésitez pas à vous en servir, ça s'appelle carbonique.fr, je vous mets ça aussi. Super. Tac. Alors, est-ce qu'on a une petite... Non, c'est bon, tu l'as mis dans le chat, parfait. Donc, vous avez les trois liens dans le chat et aussi le document de la présentation de Clément dans le document à distribuer. Donc, j'ai pas l'impression qu'on a plus de questions. Je pense on va s'arrêter là pour ce Ça webinaire. marche. En tout cas, je voulais te remercier, Clément. Merci beaucoup pour ce Je t'en prie, webinaire. merci à toi pour l'organisation. Ouais, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas tout à la fin de ce webinaire de répondre au petit sondage de satisfaction. C'est deux petites questions, ça nous aide pour les prochains webinaires. Donc moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à midi